Voilà, mesdames, messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, le débrief. Avec moi pour décortiquer l'actualité de la semaine, mon consultant, Alioune Soumaré. Très bonjour à toi. Bonjour, Jacques. Alors, très en forme, j'espère, après ce week-end très riche, notamment en football. Oui, très en forme. Nous allons commencer justement par le football africain, précisément la Coupe CAF. Vous le savez, aucun club sénégalais ne verra la phase de poule des compétitions africaines de manière générale. Ce n'est d'ailleurs pas une histoire récente, parce que ces dernières années, ça a été toujours le cas. En tout cas, ça date de plus de 14 ans maintenant. Depuis l'accession de la Jeanne d'Arc de Dakar, votre Jeanne d'Arc, à la phase de poule de la Ligue des Champions depuis donc 2004 et depuis lors, point de club sénégalais en phase de poule. Génération Foot qui en tout cas beaucoup placé des espoirs après notamment ce succès à l'aller à Dakar 3-1, mais au retour malheureusement les Grenats ont perdu 2-0, donc le but à l'aller encaissé a été fatal pour cette équipe de Madi Touré. Effectivement, Jacques, comme vous l'avez dit, ce but a été très fatal à cette équipe de la Petite Côte, de Génération Foot. Pardon. Donc on l'avait décrié ici, on avait dit attention quand même, ne pas verser dans l'euphorie et dans l'autosatisfaction, car ce genre de but encaissé à domicile peut faire très mal, et je pense que ça a été le cas. Donc on avait averti aussi, il fallait essayer de ne pas encaisser un but durant la première mi-temps, et ensuite contenir l'adversaire, essayer de placer des comptes. Malheureusement, le scénario inverse s'est produit. Mbour Petite Côte a encaissé un but dans chaque mi-temps, et voilà, c'était suffisant pour faire qualifier les matchs. En tout cas, cette équipe de Génération Foot aussi, qui n'a pas aussi été audacieuse, je dirais, parce que ils ont trop suivi le match depuis le début jusqu'à pratiquement la fin. Oui, parce que vous savez, quand on a un effectif assez jeune, les joueurs pensaient qu'avec 2 buts d'avance, ils pouvaient se permettre quand même de défendre et de gérer le score. Alors, ce n'est pas le cas. Comme on l'avait décrit, il suffit d'encaisser un seul but pour tout remettre en question. Et inconsciemment, les jeunes de Génération Foot se sont recouvrés en défense. Ils ont joué aussi en infériorité numérique depuis la première mi-temps. Ça aussi, ça a été un facteur assez déterminant. Donc malheureusement, ils n'ont pas eu l'expérience qu'il fallait pour gérer ce genre de situation, quand même, qui pouvait les faire qualifier pour la phase de poule. Vous parlez d'expérience. Est-ce que ce manque d'expérience peut être aussi lié à l'attitude aussi des Marocains qui ont tenté à maintes reprises de déstabiliser leur adversaire, et on a vécu l'histoire, on a été au courant de ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas entraînés sur la pelouse promis. Ils se sont donc, réfugiés à la plage pour s'entraîner, et tant d'autres, noter même l'accueil. Voilà, justement. Tous ces faits aussi permettent à une équipe de prendre l'ascendance peut-être psychologique. Oui, les Marocains savaient que cette Génération Foot, c'est une équipe jeune c'était des novices en matière de compétition africaine. Donc ils ont usé de toutes les subterfuges pour les déstabiliser. D'abord en leur octroyant un bus qui date du siècle dernier. Ensuite, ils les ont empêchés de s'entraîner sur le stade. Eux, ils sont allés s'entraîner sur la plage. Vous savez que quand vous entrez sur la plage avec le sable, c'est de la musculation. Les choses vont rentrer alourdies. C'est des buts choqués qu'ils ont. Donc, ce n'était pas de buts choqués. Donc, ce n'était pas des conditions adaptées par rapport à ce match-là. Ensuite, il faut voir aussi le climat sur lequel ils ont joué, parce qu'actuellement, il fait très froid. Donc, là, on sort sur 20, peut-être 25, 20 degrés, pour se retrouver à des degrés assez... Donc, ils ont profiter de la situation, de l'inexpérience, et ils ont joué de tout pour se qualifier. Donc malheureusement pour cette équipe-là, ça n'a pas marché. Et puis on connaît après les Marocains, quand ils ont inscrit le second but, les tricheries par là, et puis la perte de temps par là aussi. C'était difficile pour cette équipe de Olivier Perrin qui malheureusement va s'en arrêter là. Alors c'est toujours la même histoire. Disons les clubs sénégalais qui font long feu sur la scène africaine. Finalement, on se demande, est-ce que notre championnat a vraiment le niveau requis? Notre championnat n'a pas encore le niveau, parce que si c'était
si on devait faire une classification, le Sénégal joue en Ligue 2 africaine, normalement. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis 2004, aucun club n'est arrivé en phase de poule, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de CAF. Donc, ça date de longtemps maintenant. Entre-temps, on a professionnalisé le football, mais ça n'avance pas. Donc, je pense que, comme vous l'avez rappelé, il faut que les équipes puissent garder au moins certains éléments pour au moins 2 ou 3 saisons pour pouvoir aller défier les Africains. Parce que si vous vendez vos meilleurs éléments après chaque campagne, il est très difficile de faire rejaillir d'autres joueurs. Donc là, ça va blanc. Surtout les centres de formation. Moi, je pense qu'il va falloir que ces centres-là revoient leur stratégie, le mode de fonctionnement. Parce que c'est vrai que c'est des centres qui sont là pour préparer des joueurs pour les vendre. La vocation première, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est des filiales de grands clubs en Europe. Mais il va falloir peut-être revoir le type de partenariat. Leur demander, par exemple, chaque fois qu'une équipe gagne le championnat, on leur laisse au moins 2 saisons pour pouvoir aller en Afrique, pour aller plus loin. Et ça, les joueurs vont s'aguerrir. Ça ne sert à rien de vendre un jeune joueur comme Ibrahim Niane qui est partenaire pour aller faire banquette en France. Donc il aurait pu aider cette équipe-là au moins une saison supplémentaire après rejoindre le Football Club de Metz. Alors, finalement, vous parlez de vente de joueurs. Le problème de moyens se pose encore. Oui, mais le problème de moyens se pose... Parce que bon, quand on vend un bon joueur, on peut en acheter aussi. Bien sûr, mais c'est le but de l'opération. Vous vendez un joueur, vous prenez les meilleurs au moins sur le plan national. À défaut, vous prenez dans la sous-région, comme le faisait naguère la Gendarme. La Gendarme, quand elle allait en Ligue des Champions en finale de la Coupe CAF, il y avait un Gambien, il y avait un Malien, il y avait un Burkinabé. Après, il y avait les meilleurs Sénégalais du moment. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous prenez les meilleurs Sénégalais du championnat, vous renforcez par les joueurs de la sous-région, vous avez là une très bonne équipe. C'est comme le fait l'AFIA. Ils ont un gardien de but sénégalais, ils ont un militaire ghanéen, ils ont un attaquant burkinabé. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est clair. Alors, malheureusement, c'est une maladie chronique. Chaque année, on parle des mêmes questions, on fait des mêmes analyses, et puis l'année suivante, on retombe encore au travers. Disons, finalement, la solution, c'est quoi? Pour que, quand même, nos représentants puissent atteindre un certain niveau en Afrique. La solution, je pense que je l'ai un peu esquissé un peu tout à l'heure. C'est d'abord faire signer, signer des contrats avec des joueurs pour 2, 3 saisons, 4 saisons et respecter les clauses, même s'il y a l'appel des sirènes. Déjà, vous allez sédentariser les joueurs au moins pour 3 saisons, voire 4, pour pouvoir faire bonne figure en Afrique. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les centres de formation, vous savez, sont en partenariat avec des grands clubs européens. Ils peuvent leur demander au moins 2 saisons. S'il y a un joueur qui est vraiment prêt, leur laisser, s'ils sont champions, leur demander de laisser le joueur au moins pour l'année suivante pour la Ligue des Champions. Ensuite, vous l'avez dit, si vous vendez un joueur, vous avez des rentrées d'argent, en principe, mais vous les remplacez par les meilleurs au niveau national. Qui seront peut-être moins coûteux. Voilà, parce qu'au Sénégal, vous prenez un joueur, vous lui payez 500 000, il va rester au moins 2 ans. Parce que 500 000, c'est quand même... Ils ont des salaires de quoi? De 100 000 francs, 150 000. Donc, si vous payez un Sénégalais 500 000 francs ici à Dakar, il va pouvoir au moins respecter ce contrat pour 2 saisons, le temps d'aller faire bonne figure en Afrique. Parce que quand vous allez en Afrique, il y a beaucoup de rentrées d'argent aussi. Et les joueurs peuvent revoir leur contrat revaloriser. Donc il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut mettre en branle pour permettre à un joueur, avant d'aller monnaie ses talents en France, au moins qu'il puisse gagner bien sa vie d'abord ici, avec 500 000 francs, un joueur qui gagne 500 000 francs, avec un siège fonctionnel, logé et tout, il va éviter des primes de match conséquents. Il va même éviter d'aller dans certains championnats maghrébins. Pour 600 000 francs. Ça, c'est clair. Alors, disons, ces échecs à répétition, c'est aussi un peu à l'image de l'équipe nationale locale qui ne participe plus au CHAN depuis 3 éditions maintenant. Oui, tout à l'heure, je l'ai dit, nous jouons en Ligue 2 en Afrique. Donc, c'est normal qu'on ne se qualifie plus. Et ça aussi, ça a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que l'équipe nationale locale, c'est l'émanation des clubs locaux qui ne fonctionnent pas. Forcément, ça se déteint sur la prestation de l'équipe nationale. Et bizarrement, ce sont nos voisins qui nous éliminent. La Guinée à 2 reprises, la Mauritanie à côté. Mais nos voisins ont copié le modèle sénégalais. Feu Omar Seck, paix à son âme,
C'était un visionnaire. Avec la gendarme, il y avait déjà un siège fonctionnel. Les joueurs étaient logés au niveau du siège. Ils avaient un régime interne, un cuisinier avec tout. Moi, j'ai déjà visité le siège une fois, mais j'ai tombé des nues parce qu'il y avait tout pour réussir. Ils sont allés chercher un Malien, un Burkinabé. Ils payaient déjà à l'époque 600 000 francs ces joueurs de la sous-région. Et ça leur a permis quand même de dominer le championnat national durant 4 saisons. Sans interruption, et de bien se figurer en Afrique. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Et les Guinéens l'ont compris avec Orea qui est en train de devenir un grand Afrique. Ah oui, parce qu'il y a un multimilliardaire derrière, Antonio Soare, qui n'hésite pas à dégainer des millions même de francs CFA pour se procurer des services d'un joueur. En tout cas, c'est dommage pour nos clubs. On va attendre encore la prochaine saison pour voir qui, peut-être de Génération Foot, du Giraffe ou de l'As Douanes, va représenter le Sénégal en Afrique. De toutes les façons, il faut dire du courage, n'est-ce pas, à Madi Touré et à son équipe, parce que ça fait la deuxième fois qu'ils font l'Afrique. Oui, mais normalement, l'expérience doit être là quand même. L'expérience doit être là, mais il y a un vent de déception qui souffle dans cette équipe, qui n'arrive même plus à gagner sur le plan national. Donc, ils sont en train de payer les comptes beaucoup, parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir par rapport à ces deux compétitions africaines. Malheureusement, il va falloir retravailler, repartir de bon pied. Merci. Transition toute trouvée pour parler du football local tout de suite.